Merci de nous retrouver sur ce plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Robert, maire de Verneuil-sur-Vienne. Également sur ce plateau, Éric Bouteau, vous êtes guide conférencier à Limoges. Et enfin, Benoît Sadri, vous êtes le délégué départemental de la Fondation du patrimoine. On va évidemment parler du patrimoine ancien et de sa sauvegarde, une ambition que vous partagez tous les trois sur ce plateau et qu'au fond, les Français partagent avec nous. Et on le voit bien, je vous pose la question, vous êtes guide conférencier, Éric Bouteau, lorsqu'il y a une journée de patrimoine, les Français sont là, ils viennent voir leur patrimoine, ça les intéresse beaucoup. Oui, il y a un engouement total. On nous en parle déjà au mois d'août, c'est le rendez-vous quand même du patrimoine, ce mois de septembre. Mais en fait, nous, notre mission, c'est justement d'éclater un peu les bulles pour que le patrimoine ne soit pas focalisé sur un jour, mais il y a un engouement total. Ouais. Je le sens. Pascal Robert, je vous pose la question. Vous aussi, vous êtes maire et aussi vice-président de Limoges Métropole. Le patrimoine, au fond, c'est qui nous appartient en commun. Les Français sont très attachés à ce patrimoine. On va en parler. Évidemment, c'est difficile de le sauvegarder, mais il y a un attachement des Français pour ces vieilles pierres, mais pas seulement d'ailleurs. Tout à fait. C'est notre histoire. Et derrière notre histoire, il y a nos fondements. Et donc les Français sont très attachés. Et donc les élus, par ricochet, également. Ouais. Benoît Sadri, vous êtes donc le délégué départemental de la Fondation du patrimoine. Un mot sur cette fondation, sa vocation? C'est une fondation qui a été créée par le législateur en 1996. Sa vocation, c'est pour préserver le patrimoine et aussi le faire découvrir. Une mission de valorisation du patrimoine. Pour ce qui est de notre département, enfin de notre ancienne région Limousin, elle a été créée, l'entité locale, en 2000. Et elle a déjà accompagné de très nombreux projets, aussi bien pour des partenaires privés que pour des partenaires publics. Partenaires privés, c'est plutôt des propriétaires de petits patrimoines ou de maisons de caractère qui ne sont pas forcément classées monuments historiques, mais qui présentent un intérêt dans l'architecture, dans l'habitat local. Et après, on a aussi maintenant une bonne expérience avec les associations et collectivités locales pour des bâtiments publics, type des églises notamment. Et on s'aperçoit de cet engouement pour le patrimoine, notamment dans les souscriptions où il y a une église. C'est dans nos campagnes limousines, c'est l'élément, on va dire, que tout le monde repère, c'est l'élément visuel qui symbolise une commune. Et ce qui est très étonnant, c'est quand on lance même des souscriptions dans des tout petits villages reculés du département, on se retrouve à avoir des dons qui viennent de l'autre bout de la France. Tout ça parce que il y a 50 ou 70 ans, il y a un grand-père, une grand-mère qui s'est mariée dans cette église et que les gens n'oublient pas ce patrimoine-là. Avant même le phénomène où l'incendie à Notre-Dame de Paris, il y avait déjà, vous dites, un engouement, en tous les cas, un engagement des Français pour ce patrimoine. L'engouement qu'on a pu percevoir pour Notre-Dame, il est vraiment pas nouveau. Il a été vraiment mis en lumière parce qu'il a touché à Notre-Dame, il y a une dimension planétaire. On a vécu l'événement de la destruction de Notre-Dame en direct, donc évidemment il y a un aspect très émotionnel. Mais les gens sont tout à fait conscients du risque pour le petit patrimoine local. On identifie toujours une église, on identifie un petit château. On a tous des exemples, quand on se balade dans la campagne, de patrimoine qui tombe en désuétude, qui tombe en ruine, qui est en péril. Et en fait, on se retrouve tous là-dedans. Et je crois que vraiment, quand les communes lancent une opération comme ça, la communication va très vite et on sent dès les premiers jours, et c'est même la période où dans une collecte ça fonctionne le mieux, dans les premiers jours, avant même que l'opération soit lancée, c'est là où la plus grosse partie des dons se fait. Il y a plusieurs phases comme ça dans une collecte. Il y a quand on lance l'opération, quand on lance les travaux ensuite, et à la clôture aussi, où après avoir vu un aspect bénéfique sur le bâtiment, où les gens ont envie d'apporter un peu plus leur pierre, je dirais. D'accord. Alors, Pascal Robert, vous avez évidemment sur votre commune ce patrimoine dont on parle, qui est parfois difficile à entretenir. Alors, vous allez nous en parler. Quel est le problème, ou pas d'ailleurs, sur la commune de Verneuil-sur-Vienne? Vous avez quel patrimoine et comment vous faites, au fond, pour maintenir ce patrimoine à flot, si j'ose dire? On a une forte volonté. Alors, le patrimoine, comme tout le monde, je pense, ça va du petit patrimoine, une croix, un puits, à des patrimoines plus importants. On a notamment sur Verneuil. Non, mais ça, alors une croix, un puits, ça ne demande pas un investissement. Là, le nombre fait parfois l'investissement. Ouais. Et ne serait-ce que pour vous donner un ordre d'idée, on a mis des panneaux, par exemple, pour expliquer ce que c'était à certains endroits. Ça va très vite.
On en a mis un, ça m'a marqué parce qu'il y a très peu de temps, c'est presque 2 000 €. Juste le panneau, hein. Voilà, devant un bâtiment. Et donc nous, on était frappés très fort parce que l'église chez nous était menacée, voilà, et devenait. Donc évidemment, là, je ne peux pas reculer. Voilà. Alors, vous lancez une souscription, vous cherchez des financements ? Alors, quand vous avez la volonté, ce qui était notre cas, de dire l'église, ça fait partie du patrimoine, il y a aussi la sécurité des gens qui pratiquent, donc je l'ai aussi en responsabilité. Vous dites comment je vais faire pour financer, voilà. Et donc à partir de là, en effet, on a contacté la Fondation du patrimoine, on a contacté nos partenaires que sont l'État, le département, qui sont là de manière générale. J'avais entendu parler de Stéphane Bern comme tout le monde, j'ai essayé aussi. On va en parler tout à l'heure, voilà, on va voir si effectivement ça a un impact, ça a un effet. Quand on est maire comme moi, on essaye tout. Oui. Justement, sur le budget église, là, on peut savoir à peu près quel est le budget nécessaire pour restaurer l'église de Verneuil-sur-Vienne ? Oui, on peut tout savoir. Les études montrent, donc on l'a fait phaser, nous, si vous voulez, parce que ça faisait trop pour nous, justement. Hein. On a prévu 3 phases, dont la première phase est la phase dite de sécurité, de sécurisation de l'édifice. Un montant total à la fin, aux alentours de 600 000 €. Voilà. Pas de la première phase, des 3 phases. Voilà. Qu'on a séquencé en 3 phases, pas tout à fait égales. Voilà. Alors, Éric Bouteau, vous êtes chargé, vous êtes guide de conférencier. Alors, vous êtes chargé, au fond, de présenter, de faire vivre, d'animer ce patrimoine. Est-ce que vous allez aussi dans les églises ou c'est pas votre... Si, bien sûr qu'on pousse la porte des églises. C'est totalement incontournable, puisque c'est une part des racines, et puis c'est un paysage quand même qui est très fort dans le paysage. Nous, ce qu'on remarque par rapport à ce qu'on a pu dire, il y a une question de visiteurs en veille un petit peu, et qui sont assez sensibles, c'est vrai, à l'actualité. Nous, à Limoges, on a eu malheureusement un terrible incendie il y a 1 an et demi dans le quartier de la Boucherie. Et on a vu un véritable engouement des gens qui posaient des questions, qui venaient voir, qui restaient devant ce désastre. Et donc, paradoxalement, parfois, c'est par des malheurs qu'on voit la force et l'intérêt et l'attachement en fait, des gens au patrimoine. Autre exemple, là c'est une valorisation, le chantier des Halles de Limoges. Les Halles de Limoges, elles étaient fréquentées certes, mais personne ne me parlait vraiment de la charpente métallique. Et depuis qu'il y a comme ça une visibilité beaucoup plus ouverte sur le volume, les gens s'extasient devant une architecture qui a toujours été là pourtant. Donc c'est la façon dont on ouvre un moment, dont on dissipe un petit peu le nuage qui va présenter les choses. Alors Benoît Sadri, sur le patrimoine, il y a aussi parfois une tentation des élus d'abandonner un pan de ce patrimoine. On parle des églises, mais il y a un certain nombre d'églises qui sont désacralisées, qui sont remises dans le domaine public. C'est une tentation où il y a une tendance ou pas du tout ? C'est assez compliqué. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une tendance peut-être au plan national. C'est pas du tout une tendance qu'on rencontre ici. Chez nous, au contraire, je pense que les élus ont vraiment pleine conscience de leur patrimoine. On n'a pas non plus, peut-être comme dans certaines régions, des patrimoines énormes. Je veux dire, on n'est pas en Bretagne, on n'a pas 4 églises. Une suffit largement la plupart du temps, en termes d'entretien, je veux dire, et de dépenses. Donc, les élus dans notre département et dans notre région de manière globale sont très attachés à ce patrimoine-là. Alors après, il est certain, ils doivent faire des choix pour l'entretien. Les grosses phases d'entretien qu'on a aujourd'hui, c'est des phases pour l'étanchéité, l'assainissement du bâtiment. En fait, on n'apporte pas forcément de grosses bonifications par des éléments extérieurs, mais on assainit, on rend les travaux pour donner un sens de solidité, une vraie pérennité pour le bâtiment. C'est des choix, hein, c'est comme disait Monsieur le maire, ça fait partie vraiment de ces travaux en plus qui coûtent très très cher. On a plusieurs exemples d'églises qui étaient en très mauvaise santé, je dirais. Sur notre département, on a Sériac par exemple. Le maire a été obligé de lancer une opération comme ça. Les premiers travaux ont porté sur l'assainissement. Les murs prenaient l'eau à certains endroits. Ça commençait vraiment à se voir et à porter préjudice à l'édifice. On a exactement le même problème avec la collégiale du Dora, qui prenait l'humidité sur certains murs. Mais on était aussi très embêtés là-bas par
des interventions extérieures liées aux animaux. Les pigeons, les différentes variétés d'oiseaux qui nichaient dans le clocher et qui étaient en train de vraiment détériorer par les fientes la solidité de l'édifice sur les voûtes, etc. Donc il a fallu intervenir et c'est des travaux pour le Dora, le chiffre total, c'est plus d'1 500 000. Ce sont des petites communes rurales où, même s'il y a des activités économiques, on ne dégage pas suffisamment de ressources, on n'a pas les aides non plus. Le reste à charge pour ces communes est très, très important. Justement, Pascal Robert, quand vous avez décidé de restaurer l'église il y a 2 offices religieux, non? C'est une église qui est encore active? Oui, encore active, bien sûr. Hein. D'accord, donc là, il n'y avait pas de question de savoir si on la recycle ou pas. Vous avez fait le choix de la garder. Mais est-ce que, au fond, il y a... vous en parlez, il n'y a pas de référendum populaire, là. On ne demande pas aux gens si ils veulent absolument maintenir ce patrimoine à n'importe quel prix. C'est-à-dire que si je faisais un référendum chaque fois que je me pose une question importante, on n'y arrivera pas. C'est à ça que sert la démocratie populaire, en fait, hein, et la représentation surtout. Mais je publie et j'informe ma population de ce que nous décidons et de ce que nous faisons. Or, il y avait le temps, puisque j'ai même fait appel à leurs dons, là. Donc, je sais qu'ils me soutiennent sur ce sujet-là. Qu'ils soient, d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, croyants ou pas croyants, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, évidemment, les croyants me soutiennent, mais ceux qui ne sont pas croyants aussi, parce qu'ils sont attachés comme moi au patrimoine. Voilà. Alors, il n'y a pas que des églises, hein, on parle des églises, mais évidemment, il y a des châteaux, il y a un certain nombre de... Justement, sur le Limousin, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un patrimoine avec pas forcément des gros bâtis. Qu'est-ce que c'est, au fond, la photographie du patrimoine limousin ? C'est très très divers. On accompagne, comme je disais, beaucoup d'églises, mais on accompagne aussi des maisons de quartier, un pont en ce moment en souscription publique. On a une locomotive en souscription publique, une vieille locomotive je crois qu'il reste plus que 3 modèles en France comme ça. Les coûts de restauration sont exorbitants. Et donc, on va faire ça en phase aussi, là, puisque restaurer l'ensemble de l'outil, je crois, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on a découpé ça en tranches. On va essayer, par la publicité, justement, des voyages touristiques en locomotive qui fonctionnent très bien dans notre région. On va essayer un petit peu de lancer un petit peu. Et vous voyez, il n'y a pas que de la pierre. D'ailleurs, c'est vraiment la mission de la Fondation du patrimoine. C'est le patrimoine bâti, c'est sûr, mais il y a aussi tout le patrimoine qui n'est pas bâti, le patrimoine naturel, par exemple. Il y a des variétés de bétail aussi que l'on peut aider. Oui, mais qui ne demandent pas de financement énorme. Qui demandent peut-être peu plus de financement qu'on ne pense, mais on peut aider aussi à ça. Donc vraiment, la mission de la Fondation du patrimoine, elle est entendue dans le sens du patrimoine le plus large possible. Vraiment, le législateur, en 1996, avait vraiment très bien fait les choses. Après, on en revient toujours pareil, c'est un problème de ressources, même pour la Fondation. La Fondation, elle n'a pas de ressources à elle-même. Hein. Elle dépend un petit peu des sommes d'argent qui lui ont été attribuées. Elle dépend des dons qui lui sont consentis aussi par certains mécènes, et notamment de grandes entreprises qui ont pris des engagements pour soutenir l'action liée au patrimoine. La base de financement de la Fondation à l'origine, c'était les successions en déshérence. Donc, avec le temps, 20 ans après, il y a de moins en moins de successions en déshérence, il y a de plus en plus de généalogistes qui travaillent, de notaires qui travaillent à ça. Donc, ce qui fait que la manne s'est resserrée, donc on n'a plus la même possibilités pour aider. Aujourd'hui, on apporte des mécanismes de déduction fiscale pour les dons, etc. On essaie encore d'apporter, on essaie de collecter. Et on en parlait il y a quelques instants, il y a cette fameuse mission Berne. Oui, on en parlait justement, vous y allez tout à l'heure, mais on va y revenir. Je voudrais juste te donner la parole à Éric Bouteau, justement, parce que vous êtes chargé de faire vivre ce patrimoine, donc peut-être aussi de récolter des fonds, une partie des fonds pour... Alors vous allez dire, si vous faites un peu la grimace, il n'y a pas grand-chose, c'est ça. Oui. Ça ne rapporte pas beaucoup, faire visiter... Oui, après, l'intérêt de faire venir des gens, c'est une manne qui éclabousse un petit peu. Nous, notre objectif, c'est avant tout de la faire vivre, de la rendre sensible, de la rendre attractive, cette ville. L'intérêt d'un centre-ville, c'est quelque chose qui est rare,
qui est non reproductible et qui est signifiant. C'est un peu la définition que donnaient des urbanistes au XIXe siècle. En quoi on doit maintenir un centre-ville. Et après, il y a plein d'acteurs. Et nous, c'est pour ça que Ville d'Art et d'Histoire, on travaille avec les acteurs. On travaille avec des restaurateurs, on travaille avec des hôteliers, on fait des apéritifs qui sont un prétexte, c'est plutôt pour parler du patrimoine. Donc on peut se poser, on a des dizaines, on a des centaines de partenaires. Moi, je me vois comme un acteur parmi d'autres pour faire vivre la ville. Et c'est vrai que quand on est à Limoges, c'est un contexte urbain quand même, par rapport à ce qu'on a dit. Donc souvent, des questions qui vont revenir, c'est la cohésion, la cohérence entre ce qui est du MH, le monument historique, ou l'inscription, parce que là, il y en a, indéniablement, mais c'est aussi l'harmonie des quartiers. C'est ça qui est intéressant, c'est la question des axes, des paysages, des ouvertures, l'harmonie aussi chromatique, les couleurs, les matériaux, les pans de bois. Donc moi, si vous voulez, je suis là pour donner envie, en quelque sorte, et dire aussi des choses qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Donc après, c'est savoir raconter. Voilà, c'est une mission d'animation surtout, de valorisation. Mais après, on a pu, à Limoges, par exemple, expérimenter des visites à l'hôtel de ville qui ont permis de lancer la souscription. Et donc la façade, la fontaine devant donc, ont été restaurées par des biais aussi de gens et des fois des petites sommes. Alors, vous faisiez allusion à la Fondation Bern, le loto du patrimoine. Alors comment ça marche? Vous, par exemple, vous déposez via votre organisme des projets que vous allez déposer à la Fondation Bern pour les faire élire? Alors, attention, il n'y a pas de Fondation Bern. Il y a une mission Bern. Mission, pardon. Voilà. Pardon. Ça, c'est... Le gouvernement a confié une mission à Stéphane Bern pour, je dirais, un petit peu recenser, faire l'état du patrimoine en péril chez nous, et spécialement pour tous les monuments qui ne sont pas protégés. Et donc, il lui fallait une structure à côté, et c'est dans ça que la Fondation est venue à côté en soutien pour aider à repérer des lieux, pour aider... mais l'idée essentielle, c'est de faire remonter les dossiers, mais des dossiers. Le choix des dossiers, c'est comment? Et le choix des dossiers se fait par, au fond, on va dire, la mission Bern. Et là, la mission Bern, c'est Stéphane Bern, en l'occurrence, plus des membres du gouvernement, des membres de la Fondation du patrimoine. Que vous trouvez intéressante? C'est très intéressant. Alors, pour l'image que ça donne dans l'actualité sur le patrimoine. Du coup, quand Notre-Dame est intervenue, les gens étaient déjà sensibilisés au patrimoine. Ils savaient déjà l'état du patrimoine. Ce qu'ils n'imaginaient peut-être pas, c'est que des grands monuments comme celui de Notre-Dame puissent être dans cet état-là aussi, un jour ou l'autre. Donc en fait, c'est très intéressant. C'est une très bonne publicité. Et il y a eu un avantage, c'est que Stéphane Bern s'est posé la question tout de suite en disant « Mais comment refinancer tout ça ? Parce que c'est impossible. » Donc il a fallu trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce loto du patrimoine. C'est à nouveau une nouvelle publicité. J'en reviens un peu à ce que vous disiez. C'est vrai que quand on fait visiter une ville, on est les premiers agents de publicité de la préservation du patrimoine. Oui. Et bien là, c'est pareil, en fait. Il a été un formidable ambassadeur auprès de la Française des Jeux. La Française des Jeux s'est pris au jeu, si j'ose dire, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, par ce biais-là, elle touchait des gens qui venaient jamais jouer à ces jeux. Donc il y a un super loto, il y a des jeux de grattage maintenant, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de durer. Et en fait, tous les bénéfices qui revenaient à l'État, la Française des Jeux prend sa part, etc., mais tous les bénéfices qui revenaient à l'État ont été affectés au projet de la mission Bern. Aujourd'hui, tous les ans, on fait remonter des projets, on arrive à peu près caler un projet par département et un projet par grande région. Et donc là, ça apporte vraiment de vraies solutions. Pour ce qui est de notre département, là, sur l'année 2019, c'est le four à Villande qui a été retenu par la mission Bern. Et c'est très intéressant. C'était vraiment... On venait de retrouver ce bâtiment en péril. Pour comprendre la mission Bern, des gens viennent sur place Non, c'est nous, localement, qui font... nous vous et faites d'autres remonter acteurs, les dossiers. D'autres acteurs. Il faut bien dire ça, parce que chacun peut déposer un dossier à la mission Bern. N'importe qui, hein. Mais bon, après, les dossiers sont traités. On donne une sorte d'avis sur un panel de dossiers. Et dans ce panel de dossiers, la mission Bern choisit un dossier par département.
Et c'est comme ça. Donc nous, on avait lancé plusieurs pistes l'année dernière et ils ont retenu le four à Villande qui était vraiment un bâtiment qui rentrait. Non, il n'a pas de protection particulière. Oui. Et il fait partie vraiment de l'histoire de Limoges. C'est un élément du patrimoine. C'est ce qui a fait l'image de Limoges aujourd'hui encore avec la céramique, les arts du feu. Et c'était vraiment une chance parce qu'on s'était trouvé dans une solution. C'est quel acteur va pouvoir porter ce projet. C'était très lourd pour la ville, c'était très lourd pour l'État via c'était le ministère de l'Intérieur qui était propriétaire, donc c'était un peu compliqué. Et donc du coup, voilà, c'est tombé au bon moment, je dirais. Et on a d'autres projets là qu'on a fait remonter. Je ne vous dirai pas lequel a été retenu pour l'instant, je ne le connais pas encore. Ah, vous ne connaissez pas encore. Là, en l'occurrence, oui, c'est un projet porté par une association, Espace Porcelaine, le Four des Cassots. On peut en parler, le Four des Cassots. Et c'est un travail formidable de monter un dossier. Il y avait eu tant de retours positifs quant à la visite du Four des Cassots, qui est en entrée de ville à Limoges, qui est un four de 1900, de 20 mètres de haut. Voilà, c'est un géant qui nous rappelle ce qu'étaient les arts du feu, parce que Limoges, elle sonne à l'international par cette matière. Hein. C'est le matériau qui s'est exporté et qui continue à être pensé, réfléchi. Donc on ne peut pas projeter la ville. Moi, je parle du ressenti des visiteurs, sans avoir au moins cette première vision de ce que ça a pu être, ce travail de besogne là, par équipe de vin, vers aujourd'hui ce qu'on fait en céramique technique à Esther ou autre. Donc il faut vraiment créer du sens en fait dans notre ville. Et le four à Villande, c'est vrai, c'est un quartier que nous on faisait visiter. Alors tout le monde ne connaît pas Limoges, mais c'est un quartier qui était l'épicentre un peu industriel entre chaussures, céramique, et des dizaines de milliers de porcelainiers et chausseurs. Et c'est des quartiers qui sont résidentialisés. Et on trouve là un peu esselé ce four. Et quel bonheur de se promener au parc Thuillat, qui a un magnifique parc à côté, et de voir ce beau four. Qui aurait été dommage quand même voilà, c'est donc un beau projet qui est en cours. Alors Pascal Robert, j'imagine que d'autres maires comme vous n'ont peut-être pas ou la chance ou les moyens de restaurer tout ou partie de leur patrimoine. Certains peuvent peut-être se résigner, abandonner. Ça se voit, ça, des maires qui renoncent et on laisse un peu ce patrimoine dépérir en sachant que on n'aura pas forcément de solution. Je disais, admettre l'idée qu'on peut abandonner une partie de ce patrimoine. Inévitablement. J'ai vu, d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu qu'en France, un certain nombre d'églises ont été cédées, d'ailleurs. Parfois, ils ont été cédés parce qu'ils ne pouvaient plus entretenir. Parfois, ils ont été détournés de leur fonction originelle. On sait que des églises sont devenues des salles de concert ou autre chose. Oui, ça existe. Ouais. Ça existe. N'oublions pas que moi, je suis aussi garant de la sécurité. Et que si on prend l'église de Verneuil, par exemple, j'ai aussi la sécurité en charge. Donc ça presse, là. Alors, soit vous décidez de brader l'église et puis c'est fini, ou alors il faut se remonter les manches et aller chercher les financements et faire les travaux. C'est ce que nous avons décidé, nous. Mais quand on fait le lien, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent mes collègues, là, le lien entre le patrimoine, c'est l'intérêt que nous arriverons à susciter pour l'histoire, pour le patrimoine, qui amènera les financements futurs. Quand j'entends parler du four des Cassots, je faisais partie des élus qui étaient très motivés. Nous avons envisagé de porter le projet avec Limoges Métropole. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais pour faire de chez nous aussi, à l'entrée de ville, Émile Roger-Lamberti, évidemment, faisait partie avec moi de cette réflexion, et d'autres, de mettre en place, pareillement, une cité de la céramique, voilà, qui identifierait très fortement, parce que c'est vrai que nous sommes identifiés à l'international sur cette thématique, et qu'on peut penser que ça aussi, ça attirerait la lumière, et que à chaque fois que le projet est construit, les financements arrivent. Il faut on est toujours plus fort à plusieurs. Moi, je vois bien que pour financer l'église de Verneuil, tout seul, je n'y arriverai pas. Donc la Fondation du patrimoine, une association s'est créée sur Verneuil pour mettre en place un certain nombre d'animations. On oublie de dire qu'on a des partenaires qui sont incontournables. Le département reste le premier partenaire, par exemple, des collectivités. Sans le département qui me financera l'église à hauteur... Alors, au départ, c'est 30%, mais j'ai la chance à Verneuil on ait le droit à la DETR, la dotation pour les territoires ruraux. Et donc, quand on a la DETR, la part du département réduit un petit peu, mais heureusement qu'on a des partenaires publics, parce que l'État ne se désintéresse pas du patrimoine. Je viens de l'annoncer, ils vont me financer, moi, sur la première phase, à plus de 70 000 €, ce qui n'est pas rien. Hein. Voilà, donc on est aussi aidé
Mais c'est un combat. Voilà. Et Vous dites on est plus fort à plusieurs, et Benoît Sandry, on parle aujourd'hui de mécanisme européen pour le patrimoine européen. C'est une idée du président de la République de mettre en place un mécanisme justement pour le patrimoine. C'est une bonne idée. Complètement. Je veux juste rebondir sur ce que vous disiez sur l'engagement de l'État et des départements. C'est indéniable. Aujourd'hui, l'action même de la Fondation du patrimoine, elle existe parce que l'État s'engage dedans. En fait, l'État abandonne une recette pour nous la confier en gestion, quand je parlais de la succession des errances. Et puis même, le fait d'éditer des reçus fiscaux en matière de dons, l'État s'engage. Et de la même façon, les départements s'engagent énormément, et il faut vraiment reconnaître le travail que fait notre département ici, où il accompagne absolument tous les projets. À chaque fois qu'on a des éléments de patrimoine, il est là, il répond au maximum. C'est un peu la responsabilité naturelle d'une collectivité territoriale que de ne pas laisser au fond c'est de sa compétence, son propre patrimoine s'effondrer, en quelque sorte. Il conserve de grandes enveloppes pour le patrimoine. C'est ce que je veux dire. Pour répondre à votre question sur l'ouverture des dons, je pense que, enfin, l'ouverture des dons, voire des actions, effectivement, alors, il y a cette ouverture sur l'Europe avec différents mécanismes de protection, peut-être, qui peuvent venir aider un petit peu plus. Bon, on a de plus en plus de lieux en France qui sont reconnus comme patrimoine de l'UNESCO, déjà, donc ça apporte une autre visibilité, ça apporte surtout une connaissance extérieure. Quand on est patrimoine de l'UNESCO, on a des subventions supplémentaires ou... C'est pas spécialement il y a des aides, mais je dirais que ça, c'est à la marge. C'est surtout l'image que ça donne et la connaissance à l'international que ça va donner. Et il va y avoir des retours qui sont vraiment très, très intéressants, aussi bien en termes de visite que là, en termes de mobilisation de dons potentiels. Il n'y a qu'à regarder une chose. Si on reprend Notre-Dame à nouveau, parmi les dons qui sont arrivés, c'est beaucoup de dons étrangers aussi, et notamment beaucoup de dons américains. On en tire la leçon à la Fondation en se disant... Mais là, on est dans un patrimoine qui dépasse le cadre des frontières nationales. Mais on a aussi ce patrimoine... Les États-Unis ont toujours cette faiblesse, dire nous on n'a pas de patrimoine, par contre on adore le vôtre. Oui, enfin les Américains vont plus facilement financer on a plein de fondations. Que la petite église de Verneuil. On a plein de fondations. Malheureusement. On peut rattraper un petit peu. Les Américains, on peut peut-être flécher pour aider justement sur des églises en Normandie, par exemple, parce qu'ils viennent très régulièrement. Ouais. On peut peut-être flécher aussi des actions comme ça. Ouais. La Fondation du patrimoine a justement, dans ce cadre-là, décidé de mener une action. On va ouvrir un bureau, en fait. On va essayer de créer une délégation à l'étranger. Premier pays concerné sera la Grande-Bretagne. On veut justement essayer d'aller voir, de confronter un peu notre patrimoine. On a des demandes, des demandes. On reçoit des dons et on a des gens qui sont intéressés par des partenariats. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, dans le cadre de notre mission de sauvegarde du patrimoine, il faut qu'on aille le plus loin possible. Si on a des débouchés à l'Europe, il faut y aller. Si on a des débouchés à l'international, il faut y aller. Ce qui pose problème aujourd'hui dans notre type de fondation, c'est comment délivrer un reçu fiscal à des étrangers. Ils n'ont peut-être pas besoin de se faire défiscaliser si c'est... Oui, après, tout dépend du type de grand mécène que vous voulez trouver. Parce que l'idée, quand même, c'est de toucher des grands mécènes. On a vu qu'en un claquement de doigts, on peut débloquer... J'ai justement des grands mécènes ici qui investissent sur du patrimoine. On a des exemples. Alors, ce n'est pas forcément du tout dans les types de sommes qu'on a entendus, mais on a des exemples d'entreprises qui... dégagent des bénéfices, qui ont besoin de défiscaliser. On vient d'avoir un gros don comme ça pour la collégiale du Dora à la fin de l'année. C'était tout à fait inattendu, une entreprise qui avait besoin de défiscaliser. Une entreprise locale ou Non, c'est une entreprise nationale qui était intéressée, qui avait vu ce projet et qui était intéressée pour participer. Et ce n'est pas un cas à part, ça arrive assez régulièrement. Alors, ce n'est pas forcément des dons à plusieurs centaines de milliers d'euros, mais on a des gens qui payent l'ISF aussi et qui préfèrent que leur ISF soit fléché vers une destination particulière. On a eu
chez nous, dans le cadre, on parlait tout à l'heure du mobilier, on avait une croix dans l'église de Gorre, une croix reliquaire, que c'est quelqu'un, par son ISF, qui a financé l'intégralité de l'opération qui avoisinait les 7 ou 8 000 euros. Oui, allez-y. Oui, je pense aussi, d'un point de vue plus local, il y a l'animation du territoire avec les habitants et ses acteurs. Par exemple, l'Office de tourisme, il est financé, c'est un financement public. Donc, il y a aussi des adhésions. On adhère à l'Office. Et cette année, notre idée, c'est d'appuyer sur l'idée d'engagement en développant des chartes, mais des chartes de valeurs. On va s'engager sur le local, sur le respect de l'environnement, sur des idées comme ça qui avancent, assez progressistes. Et l'intérêt, c'est au-delà de nous, les salariés, on fait un travail, certes, mais on va s'appuyer sur ces gens qui s'engagent. Donc, c'est multiplier les forces. C'est pas, on va essayer d'éviter ce côté très, 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 très vertical. Il va falloir faire pousser des petites fleurs un petit peu partout. Donc, voilà. Donc, c'est la démarche aussi qui change. La façon d'aller chercher les gens, mais sur la base du volontariat. Et pas ni dans un côté qui serait trop pathos, ni un côté qui pourrait aussi dire on va le faire parce que c'est quelque chose d'assez... ce serait honteux de laisser ça. Donc non, faut y aller sur des idées positives, je veux dire. Question. Alors, Monsieur le maire, certains de vos confrères font parfois le choix un peu surprenant de mettre aux enchères, même parfois sur des sites assez communs, une partie du patrimoine communal. Ça vous choque, ça vous dérange, vous comprenez ? Je comprends la difficulté financière. Vous disiez tout à l'heure, le département, c'est dans ses compétences. Mais des compétences, on en a de multiples. Donc, à un moment, et c'est précisément ça, faire de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez 5 choses à faire et vous pouvez en financer que 3. Il faudra bien en choisir. Et donc, en délaisser. Donc, je n'en veux à personne. Nous n'avons pas fait le choix. Nous avons décidé de sauver l'Église parce qu'on a estimé que c'était important pour notre patrimoine culturel et de l'histoire de notre commune. Voilà. Mais j'ai d'autres bâtiments. Et on a besoin, encore une fois, de tout le monde, des financements. Moi, j'ai pas eu de chance, par exemple, parce qu'avec la Fondation du patrimoine, cette année, c'est l'année du prélèvement à la source. Alors évidemment, pour les dons, ça a été un peu un frein, mais c'est pas grave. Ça a été un peu un frein, parce que les gens étaient un peu inquiets, ne savaient pas comment la ristourne fiscale allait s'opérer. Voilà. Donc on peut penser que l'an prochain, ça sera mieux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, en se rencontrant. Voilà. Mais par exemple, sur Verneuil, il y a déjà aux alentours de 21 000 euros qui sont récoltés. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'enveloppe globale, c'est ça ? Pour les dons, alors c'est peu au regard de la première phase, qui sera aux alentours de 300 000 euros. Mais c'est quand même... on peut penser que ça va continuer, là, pendant... les entreprises, les marchés sont lancés actuellement, là, pour la première phase. On peut penser que l'année 2020 va permettre d'autres argents d'arriver. Voilà. Benoît Sadré, pour ce qui vous concerne, la Fondation du patrimoine, il y a sans doute des édifices pour lesquels il y a une attention particulière. Il y a une hiérarchie devant le patrimoine, où au fond, vous avez le même traitement pour tout le monde. C'est assez compliqué quand même de répondre comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie établie. Après, nous sommes les acteurs pour une solution. Je ne peux pas rencontrer un maire, par exemple, et dire ce que vous me présentez comme projet, c'est formidable, on va vous assurer... non, on sait qu'il y a des gens qui donnent plus facilement pour tel type d'ouvrage, etc. Donc, mon rôle, quand je rencontre un élu, c'est de lui dire, nous, on peut vous apporter quelque chose parce que ce type de collecte fonctionne pour ce type de bien. Sur d'autres, c'est un peu plus délicat et je préfère pas trop m'engager. Quels sont les biens qui sont les plus difficiles à financer ? Vous disiez tout à l'heure qu'on a un pont, par exemple. Un pont dans le nord du département. La collecte actuelle n'est pas à la hauteur de l'espérance de la collectivité qui porte. Mais bon, ça se comprend, c'est vraiment... c'est un édifice particulier. On n'a pas le même type de rapport avec l'église. Je disais, l'église ou le château dans le village, je veux dire, c'est l'élément où on passe tous les jours devant. C'est beau, ça a connu l'histoire. Un pont, au pire, c'est pratique. Mais voilà, voilà. À un moment, il faut tenir compte de tout. Après, il y a d'autres acteurs. Hein. Il n'y a pas que la Fondation qui intervient dans la sauvegarde du patrimoine. Hein. Maintenant, ce qui se développe beaucoup, c'est les cagnottes en ligne. Alors,
ça présente l'avantage de pouvoir collecter de l'argent. Il n'y a pas la déduction fiscale en face. Nous, c'est un petit peu notre argument pour aider à collecter davantage. Mais bon, oui, maintenant, ces collectes en ligne fonctionnent très bien. Il faut savoir réorienter un petit peu les dons. C'est un peu l'image de la Fondation. Si on va vers des collectes qui ne fonctionnent pas, en fait, on se discrédite un petit peu, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas faire. Il faut travailler sur les secteurs où on sait travailler, où c'est notre vocation, où on est fort pour ça. Le but, c'est d'être efficace. Si nous, on n'est pas efficace, il y a d'autres acteurs qui le seront. Et il ne faut pas vouloir être sur tous les fronts. Éric Bouteau, quels sont les patrimoines les plus visités ici à Limoges pour la ville, puisque c'est votre boulot En fait, à Limoges, on a 2 cathédrales. C'est bien le problème. Donc c'est elle qui... Non, je pensais à la gare. Parce que la gare, c'est Théophile Gautier, au XIXe siècle, qui disait que les gares étaient des cathédrales de l'humanité nouvelle. Et quand on visite celle des Bénédictins, on est subjugué par la beauté de cette forme. Donc à Limoges, c'est particulier, mais c'est vraiment le reflet de la ville. C'est on l'appelait Limoges Sainte au XVIe siècle. Et 19e, c'est Limoges industriel, c'est le Limoges des luttes. Donc à Limoges, il y a comme ça plein de tiroirs. Ça en fait une ville passionnante. Je dirais pas forcément le patrimoine religieux, je dirais autant les bâtiments laïques, civils ou autres. Donc nous, c'est vraiment d'explorer tout ça qui nous intéresse. Et ça peut être aussi des quartiers qui sont à 2 km du centre-ville et qui vont tout autant nous intéresser. Et je voulais rebondir sur ce qu'on disait. Il y a aussi la réaffectation du patrimoine. C'est comment des bâtiments industriels, justement, qui est un patrimoine qui va tomber sur les bras, ils sont transformés en espaces de coworking, en tiers-lieux, en restaurant, en ce qu'on veut, mais dans l'idée de préserver et toujours donner ce sens. Et la réaffectation, et le patrimoine finalement qui se maintient le mieux, c'est celui qui continue de vivre, celui qu'on reçoit comme l'héritage, mais l'héritage vivant. Et nous, le travail qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le travail pour les enfants, pour les scolaires, pour les écoles. Donc, c'est là où on éduque et je pense que petit à petit, ils vont avoir un œil un peu plus avisé aussi. Et pas un patrimoine trop lourd. Le patrimoine, vous l'imaginez. Vous êtes des contemporains. Vous le recevez, vous le bougez. Il est à vous. Merci en tous les cas à tous les trois de nous avoir amené votre expertise sur le patrimoine ici dans cette région de Limoges. Restez fidèles au Débat Doc. À bientôt.